Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 15 novembre 2022 et j'ai découvert cette pépite. Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Bien sûr j'en avais entendu parler, j'avais peut-être lu des petits extraits, quelque chose comme ça avant, mais là je suis en train de découvrir cet ouvrage qui est vraiment important pour moi. Alors déjà, pour deux raisons. Parce qu'il s'est écrit admirablement bien. Voilà, Albert Camus, sa, sa façon d'écrire est vraiment tournée vers le peuple, je pense. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'artisan qui a ciselé une œuvre à la portée de tous, qui veut que les choses soient comprises, soient simples, mais soient justes, enfin justes par rapport à sa propre pensée. Alors, pour ceux qui suivent la mécanique universelle, c'est en lien avec les commentaires que je fais sur ces ouvrages sont en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, sur mon site, et à travers lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle et à partir de en s'appuyant sur la logique et sur les écrits anciens, etc., pourquoi l'humanité, selon moi, est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc pourquoi l'humanité est inclue dans un processus évolutif qui la conduit progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection évidemment technique, la paix universelle, la perfection écologique, en fait, avoir fait un paradis sur cette terre pour les hommes qui y vivent et pour les animaux, la nature, etc. Donc avoir fini d'élaborer un paradis terrestre, on l'élabore sans nous en rendre compte. Simplement, on l'élabore mal parce qu'on l'élabore, enfin mal, on l'élabore comme on peut, c'est simplement. Mais on pourrait dire à travers le mal, à l'aide du mal aussi, c'est-à-dire la guerre, la violence, la destruction, la mauvaise construction, l'utilisation irrationnelle et irrespectueuse de la nature et de ses bienfaits, etc. Tout simplement parce qu'on ne sait pas, on n'a pas intégré l'idée d'un but de l'humanité. Donc on travaille, mais de façon intuitive, inconsciente, sans savoir vraiment pourquoi. Malgré tout, même en travaillant comme ça, de façon instinctive, on construit cette humanité, on construit ce cocon futur. Voilà. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir commencer à construire de façon constructive, de façon consciente, c'est-à-dire fraternellement, c'est-à-dire en symbiose avec les autres, au lieu d'utiliser la guerre, la destruction et la reconstruction, utiliser le potentiel total humain pour le bien de l'humanité. Voilà, passer à une évolution intelligente au lieu d'une évolution instinctive. Voilà. Donc, il va sans vous le dire, voilà, que ça s'oppose complètement à ce mythe de Sisyphe, à l'activité de ce mythe de Sisyphe, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas de sens, un monde qui serait absurde, etc. Donc, chaque page, je suis en contradiction pratiquement avec les écrits d'Albert Camus. Il n'empêche que je suis en contradiction avec ce qu'il écrit, puisque avec ce qu'il écrit lorsqu'il soutient à demi-mot que jusqu'à présent, c'est ce que j'ai cru comprendre, lorsqu'il soutient que s'appuyer sur
sur le divin, croire en quelque chose, croire en un ailleurs, croire qu'il y a un principe créateur, etc., c'est de l'absurde. C'est une manière de se rassurer, où c'est le monde serait absurde et il faut... Et en fait, tous les, tous les, toutes les façons de se rassurer, voilà, croire que le monde a un sens, ça serait une façon de se rassurer, d'éviter la peur, etc., etc. Penser que le monde est absurde, il faudrait beaucoup de courage pour vivre dans un monde comme ça. Si notre corps, si nos cellules, si nos organes pensaient réellement que le monde était absurde. Sauf que on croit, l'être humain est obligé finalement de croire. Il est obligé, mais c'est naturel pour lui de croire. Déjà parce que il voit bien que tout le monde travaille, s'acharne à faire évoluer les choses, à travailler, à aller voilà, dans une usine pour produire des choses pour l'humanité, pour le progrès, quoi. Il travaille pour le progrès, même si le progrès, il peut être absurde ou quoi que ce soit, mais il y a déjà un sens là-dedans. Il y a un sens parce qu'il essaye d'améliorer les conditions de ses enfants, qu'ils aillent mieux, il fait des enfants, donc il continue cette humanité, donc il sent intuitivement qu'il y a du sens. Et ça, c'est valable pour les 8 milliards d'êtres humains qui sont là. Il faudrait faire un effort considérable pour penser, pour vivre dans un monde qu'on pense absurde. On peut on peut dire le monde est absurde, comme on peut dire, ben oui, un jour ou l'autre, voilà, je vais mourir et j'y pense un peu tous les jours, etc. Oui, on peut y penser de façon superficielle, mais on ne peut pas plonger devant, on ne peut pas vivre avec cette angoisse qui serait réellement visualisée de façon pointue. Et si on la visualisait de façon pointue, si on plongeait dans cette angoisse, on sortirait comme de toutes les hyper-angoisses qu'on peut vivre, dans un état de plénitude, après la fatigue aidant, enfin le stress étant monté, on sort de là, on est zen, quoi. Hein, et même peut-être qu'on atteint un état finalement d'extase derrière. Donc, être dans une angoisse permanente de la mort, j'y crois pas. Bon, je commence à lire et je digresse en fonction de mes lectures. Alors, tout contribue ainsi à brouiller les cartes. C'est la 3e vidéo. Tout contribue ainsi à brouiller les cartes. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots et feint de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Ben oui, bien sûr. C'est pas que ça conduit pas forcément à ça, mais si on s'arrête à cette idée-là, on peut la vivre, on peut y jouir, on peut voilà, mais on ne peut pas lui donner de sens. Si tout est absurde, si si la vie n'a pas de sens, on peut simplement, on ne peut pas y agir comme si on pense qu'il y a du sens. Puisque en faisant ça, ça veut dire qu'on penserait qu'il y a du sens. Si on agit pour faire évoluer l'humanité, pour lui apporter un progrès quelconque. Par exemple, ce que fait d'ailleurs Albert Camus, il apporte un progrès moral, il apporte un progrès philosophique, il apporte un progrès de la pensée, il apporte quelque chose à l'humanité qui va se prolonger derrière lui. Donc, intuitivement, il pense qu'il y a du sens. C'est pas... Donc, il pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Et en fonction de ce qu'il apporte à cette humanité, il a en plus la chance d'être récompensé, d'avoir des honneurs, d'avoir du plaisir, d'avoir de l'argent, d'avoir, etc., etc., de la reconnaissance, tout ce que... voilà, le plaisir. Donc,
là, elle vaut bien sûr la peine d'être vécue dans ces cas-là, mais parce que intuitivement, il lui donne du sens. Voilà, même si... Donc, ce qui veut dire que la posture de dire la vie n'a pas de sens est une posture, ça n'est pas quelque chose d'intégré physiquement et organiquement dans la vie. En vérité, il n'y a aucune mesure forcée entre ces deux jugements. Bon, je vais sauter des pages qui me semblent un peu... voilà, je veux aller un peu vite là-dessus, mais puis il est quand même long, il me faudrait trop de vidéos pour aller plus loin. Les nuances, les contradictions, la psychologie qu'un esprit objectif sait toujours introduire dans tous les problèmes n'ont pas leur place dans cette recherche et cette passion. Voilà, alors, la passion, c'est la passion de se donner la mort. L'absurde commande-t-il la mort? Il faut donner à ce problème le pas sur les autres. Donc, cette passion. Et bon, je ne vais pas épiloguer, vous écouterez les vidéos précédentes. Il y faut seulement une pensée injuste, c'est-à-dire logique. Cela n'est pas facile. Oui, parce que la logique n'est pas juste en réalité. La pensée logique, elle est juste ordinairement, en somme. Si on reste sur le terre-à-terre, si on élimine tout ce qui est invisible, les puissances invisibles qui peuvent exister, voilà, l'idée qu'il y a un principe créateur, etc., de cet univers, etc. Donc la logique s'écarte de ça, ne veut pas entendre cette chose-là. Et donc c'est une pensée injuste. Il le dit, pas dans ce sens évidemment, mais c'est un petit peu comme quand on fait voilà, qu'on dit une vérité sans s'en rendre compte, en somme. Alors, un peu plus loin. Cela abdiquerait alors ce qu'ils avaient de plus cher, qui était leur vie. D'autres princes parmi l'esprit ont abdiqué aussi. Alors, non, bon, je vais partir de là. Lorsque Karl Jaspers, révélant l'impossibilité de constituer le monde en unité, s'écrit « Cette limitation me conduit à moi-même, là où je ne me retire plus derrière un point de vue objectif que je ne fais que représenter, là où ni moi-même ni l'existence d'autrui ne peut plus devenir objet pour moi. » Il évoque après bien d'autres ces lieux déserts ou sans eau où la pensée arrive à ses confins. Après bien d'autres, oui, sans doute, mais combien pressé d'en sortir? Oui, bien sûr, parce que quand on arrive à ces confins sans fin, c'est-à-dire où l'esprit refuserait d'imaginer un principe créateur, par exemple, derrière cet univers, bon, cet univers, à ce moment-là, se serait construit de lui-même, tout seul, voilà, comme ça, et on est perdu au milieu de cet univers. On est, voilà, on est dans cette immensité dont notre traversée fait que on n'en comprendra pas le sens, ni la finalité, ni le but, ni la fin géographique, ni rien du tout, puisque notre science aujourd'hui ne nous le permet pas. Elle le permettra peut-être dans 1, 2, 3, 5, 10 siècles, je ne sais pas. Mais on y arrivera à comprendre pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si on pense qu'il n'y a rien, que ce monde s'est créé comme ça, évidemment qu'on arrive dans un lieu désert qui n'a pas d'unité, qui n'a pas de sens en somme. Et dans cette idée-là, on est pressé d'en sortir. On ne peut pas rester fixé à regarder ça. On peut pas. Évidemment que quand on ne croit pas, on peut regarder de temps en temps, on peut tomber sur quelque chose qui est vertigineux, qui donne vraiment l'angoisse, qui
qui envoie l'angoisse, qui engendre un état d'angoisse. Mais on est pressé d'en sortir. On n'y reste pas, on ne reste pas dans cet état-là. Celui qui resterait là, il perd la raison, à mon sens, si vraiment il y est. Bon, bref. À ce dernier tournant où la pensée vacille, beaucoup d'hommes sont arrivés, et parmi les plus humbles. Voilà, c'est clair. Ceux-là abdiqueraient alors ce qu'ils avaient de plus cher, qui était leur vie. Voilà, alors, quand on arrive à ce confin-là, ceux-là, les plus humbles, alors c'est curieux d'ailleurs, sont arrivés et parmi les plus humbles, beaucoup d'hommes, ceux-là abdiqueraient alors ce qu'ils avaient de plus cher, qui était leur vie. Ils abdiquent à ce moment-là. Donc les plus humbles, et là, c'est là où il est nietzschéen d'une certaine manière. Ils vont croire, ils abdiquent leur vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils abdiquent leur vie en disant, en arrivant vers ces confins, il y a Dieu derrière qui a créé l'humanité. Il y a Dieu qui a créé l'univers dans lequel il y a l'humanité. Il y a du divin, il y a un principe créateur. Il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose que, oui, les religions, ce qu'elles disent, qu'il y ait peut-être un au-delà. Il y a la possibilité que l'humanité ait un sens et aille vers une finalité qui peut s'appeler l'Apocalypse, qui peut s'appeler l'âge d'or, qui peut s'appeler, etc. Donc il y a du sens dans les choses. Et pour lui, ils abdiquent leur vie. Oui, évidemment, ça veut dire qu'il faut se conformer à quelque chose, ne pas tomber dans la jouissance absolue, ne pas donner notre vie à griller notre vie parce que les religions disent qu'il faut être juste, mais les philosophies disent ça aussi, qu'il faut ne pas être dans la je ne sais plus comment ça s'appelle, la frénésie, la démesure, ne pas être dans la démesure. Toutes les philosophies disent ça, la plupart des philosophies, en dehors de Sade et de Nietzsche et des autres, voilà, qui peuvent préconiser la démesure et ne pas la vivre d'ailleurs, pour la plupart. Et d'autres, alors ceux-là abdiqueraient alors ce qu'ils avaient de plus cher, qui était leur vie. Non, c'est pas le plus cher pour un homme qui croit. Le plus cher, c'est le sens de l'humanité, c'est agir pour cette humanité. C'est ça qui est le plus cher. Pour l'égoïste, le plus cher, c'est sa vie. Pour le croyant, le plus cher, c'est le sens. Pour le vrai croyant, je ne parle pas du croyant qui est là pour juste dans un sport de combat, qui fait partie de telle équipe, qui fait partie il est chrétien rigoriste et donc il fait partie de la team qui veut aller combattre les musulmans rigoristes ou les hindous-rigoristes ou etc. et qui va se castagner avec les autres. Voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, et d'autres princes parmi l'esprit, donc là où il se situe, lui, le prince. Alors il y a les humbles d'un côté, et le prince parmi l'esprit, ont abdiqué aussi, mais c'est au suicide de leur pensée, dans sa révolte la plus pure, qu'ils ont procédé. Mais c'est au suicide de leur pensée, dans sa révolte la plus pure, qu'ils ont procédé. D'accord. Donc, non, il y a un esprit critique, alors là, aussi. Mais il en fait quand même des princes. Des gens qui... Alors, je ne sais pas s'ils se rangent là-dedans du tout, j'en sais rien. Mais c'est au suicide de leur pensée. C'est-à-dire, ils vont accepter de penser qu'il n'y a pas de sens, que le monde n'a pas de sens, et que, voilà, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Dans sa révolte la plus pure qu'ils ont procédé. Le véritable effort est de s'y tenir au contraire, autant que cela est possible, et d'examiner de près la végétation baroque de ces contrées éloignées. Bon, voilà, donc regardez en face ce monde qu'il dit absurde, et vraiment se confronter à ça. C'est ce que préconise Albert Camus. Et je pense que c'est pas vivable. C'est vivable pour Albert Camus, pour quelqu'un qui
qui est en suractivité, qui roule à 100 à l'heure, qui va d'un théâtre à une maîtresse, d'un voyage à une rencontre philosophique, à des soirées, à ci, à ça. Oui, bien sûr, ça va avec ça. Parce qu'en fait, on n'est pas posé devant un rocher comme un moine bouddhiste devant quelque chose, devant le vide, devant l'absurde, devant vraiment quelque chose qui serait absurde. Et là, oui, on serait confronté à ça. L'ascète qui serait... je ne sais pas d'ailleurs, tiens, que voient les ascètes bouddhistes pour qui ils sont devant le vide, devant le rien. Il y a quelque chose qui les soutient derrière cette chose-là. C'est le sens justement d'atteindre cet état, un état qui les libère de tout. Donc, ils espèrent, ils sont dans le processus de l'évolution, de dire bientôt, un jour, à la fin de toute cette expérience, j'atteindrai la libération. Donc, il est inclus dans un modèle, dans un modèle évolutif qui, depuis Bouddha, lui dit que c'est comme ça. Et donc, il y a toute une histoire qu'il a derrière lui. Et il travaille en plus pour le bouddhisme. Il est donc pour le futur de ces choses-là. Donc, la ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leurs répliques. Cette danse à la fois élémentaire et subtile, l'esprit peut alors en analyser les figures avant de les illustrer et de les revivre lui-même. Qu'est-ce qu'il écrit bien? Les murs absurdes. Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. Les grands sentiments promènent avec eux leur univers splendide ou misérable. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif où ils retrouvent leur climat. Il y a un univers de la jalousie, de l'ambition, de l'égoïsme ou de la générosité. Un univers, c'est-à-dire une métaphysique et une attitude d'esprit. Ce qui est vrai des sentiments déjà spécialisés le sera plus encore pour des émotions à leur base aussi indéterminées, à la fois aussi confuses et aussi certaines, aussi lointaines et aussi présentes que celles que nous donne le beau ou que suscite l'absurde. Je pense que ce livre, qui a été écrit, me semble-t-il, après la nausée de Sartre, doit être lu avec la nausée de Sartre. C'est une intuition. Moi, je fonctionne avec les intuitions. Je ne suis pas un universitaire, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas lu les livres, j'ai lu La nausée. Je commence à lire cet ouvrage-là. Ça me suggère tout de suite qu'il y a un travail, qu'il y a quelque chose dans la compétition Camus-Sartre, à mon sens, derrière cet ouvrage-là. Le sentiment de l'absurdité au détour de n'importe quelle rue peut frapper à la face de n'importe quel homme, tel quel dans sa nudité désolante. Ça, c'est juste, bien sûr, le sentiment d'absurdité, il peut venir comme ça, il peut venir voilà, brutalement, et on est confronté à ça. Mais ce sentiment, on sait très bien qu'il ne dure pas, qu'il n'est pas quelque chose de permanent. S'il dure, s'il rentre dans la mélancolie ou dans quelque chose de pathologique, et ce n'est pas la mélancolie au sens basique qu'on l'emploie de temps en temps. La mélancolie, c'est quelque chose d'une souffrance extrême. Là, on rentre dans quelque chose où le soin est nécessaire, où justement le suicide est possible, etc., etc. Mais ça, c'est exceptionnel, c'est pas quelque chose qui vient. La plupart du temps, quand on rencontre l'absurde, on y est confronté comme ça, voilà, d'un éclair, d'une certaine façon. Et c'est assez dérangeant, assez violent, mais voilà, on en sort et on récupère rapidement le sens de la vie, voilà.
Mais cette difficulté même mérite réflexion. Il est probablement vrai qu'un homme nous demeure à jamais inconnu et qu'il y a toujours en lui quelque chose d'irréductible qui nous échappe. Mais pratiquement, je connais les hommes et je les reconnais à leur conduite, à l'ensemble de leurs actes, aux conséquences que leur passage suscite dans la vie. Je ne sais pas s'il connaît tous les hommes. Je ne sais pas s'il connaît les ascètes. Je ne sais pas s'il connaît ceux qui ont atteint l'extase, le nirvana, l'éveil, le samadhi. S'il s'est interrogé réellement s'il a interrogé réellement des êtres humains comme ça. De même, tous ces sentiments irrationnels sur lesquels l'analyse ne saurait avoir de prise, je puis pratiquement les définir, pratiquement les apprécier, à réunir la somme de leurs conséquences dans l'ordre de l'intelligence, à saisir et à noter tous leurs visages, à retracer leur univers. Il est certain qu'apparemment, pour avoir vu 100 fois le même acteur, je ne l'en connaîtrai personnellement pas mieux. Pourtant, si je fais la somme des héros qu'il a incarnés et si je dis que je connais un peu plus au 100e personnage recensé, on sent qu'il y aura là une part de vérité. Là, il y a un rapprochement à faire justement avec Sartre, avec celui qui joue son rôle, le garçon de café. Voilà, il hisse à un degré un peu au niveau de l'acteur, mais c'est la même chose. Car ce paradoxe apparent est aussi un apologue. Il a une moralité. Elle enseigne qu'un homme se définit aussi bien par ses comédies que par ses élans sincères. Il en est ainsi un ton plus bas, des sentiments inaccessibles dans le cœur, mais partiellement trahis par les actes qu'ils animent et les attitudes d'esprit qu'ils supposent. On sent bien qu'ainsi je définis une méthode, mais on sent aussi que cette méthode est d'analyse et non de connaissance. Car les méthodes impliquent des métaphysiques. Elles trahissent à leur insu leurs conclusions qu'elles présentent parfois ne pas encore connaître. Ainsi, les dernières pages d'un livre sont déjà dans les premières. Ce nœud est inévitable. La méthode définie ici confesse le sentiment que toute vraie connaissance est impossible. Seules les apparences peuvent se dénombrer et le climat se faire sentir. Cet insaisissable sentiment de l'absurdité peut-être alors pourrons-nous l'atteindre dans le monde différent mais fraternel de l'intelligence, de l'art de vivre ou de l'art tout court. Non, 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 non. Le sentiment de l'absurdité, pourrons-nous l'atteindre dans le monde différent mais fraternel de l'intelligence, de l'art de vivre ou de l'art tout court. Autrement dit, vivre, il n'y a que dans l'art de vivre, peut-être, et selon ce qu'il voit dans l'art de vivre, s'il se prend à l'image de l'art de vivre, alors oui, c'est dans l'action, dans cette activité, dans cette hyper jouissance de tout ce qui doit venir, mais jouissance au sens global du terme, jouissance de pouvoir discuter philosophie avec Sartre, Simone de Beauvoir, machin, connaître des esprits brillants comme lui, etc., avoir de la renommée, recevoir des prix, etc. Toutes ces choses-là, oui. Mais l'art tout court, il est inclus dans un mouvement. Il n'est pas dans l'absurdité. L'absurdité est seul au monde. Il ne s'inclut pas dans une histoire, dans l'histoire de l'art. Et tout artiste s'inclut dans l'histoire de l'art. Il connaît bien son histoire de l'art, il sait qu'il est posé là et qu'il fait évoluer cette histoire de l'art, qu'il amène un pion supplémentaire pour aller un peu plus loin, etc. Et il sait qu'après lui viendront des artistes qui vont continuer. Donc il sait que l'histoire de l'art est plus importante que lui-même. C'est vraiment un truc
narcissique pour moi, hein. C'est dur à dire, mais c'est vraiment une vision narcissique, cet ouvrage. C'est terrible parce que j'ai beaucoup d'affection pour Camus, qui vient d'une famille extrêmement pauvre, voilà, une mère, elle était proche de la mienne, ma mère, elle ne savait pas écrire ni lire. On est, voilà, des parcours comme ça, mais il y a quelque chose qui me dérange dans sa façon de penser. Bon, bref, je continue. Alors, le climat de l'absurdité est au commencement. La fin, c'est l'univers absurde et cette attitude d'esprit qui éclaire le monde sous un jour qui lui est propre pour en faire resplendir le visage privilégié et implacable qu'elle sait lui reconnaître. Et en fait, il veut imposer l'absurde à l'humanité, en somme. Il y a quelque chose de l'ordre de, justement, du missionnaire, en somme, dans son cas. Sauf que il veut pas imposer l'espoir, parce qu'il pense que l'espoir est, évidemment, c'est vrai que à travers l'espoir, on peut oppresser les peuples. La religion, ça peut être l'opium du peuple, etc., etc. Si on prend les choses basiquement, bien entendu, mais il y a quelque chose de... C'est au-delà de ça. Ça va beaucoup plus loin que cette valeur. La, en fait, il regarde la religion comme le communisme, comme Marx a pu la regarder, comme les Lumières peuvent peut-être le regarder, comme le matérialisme peut le regarder, etc. Il est en plein dans cette période matérialiste. C'est le pur matérialisme. J'aimerais bien savoir, comprendre ce que parce que je sais qu'il y a des existentialistes chrétiens, des existentialistes croyants, peut-être des existentialismes de côté du judaïsme ou d'autres, voilà, ou du bouddhisme ou de l'hindouisme, qui s'intéressent à ces valeurs-là. Mais parce que il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, en somme, c'est il veut prêcher cet absurde. Et j'aurais bien aimé, oui, qui vivent pour lui, d'abord pour l'œuvre, pour l'humanité, etc. S'il avait vécu plus longtemps des œuvres, ça aurait été grandiose, son travail. Mais j'aurais aimé savoir comment il finissait son existence. Parce qu'il était hyper intelligent, c'était pas un bourrin qui commence dans le matérialisme pur et qui finit sa vie en disant Dieu n'existe pas, en criant, etc. Il aurait eu le temps de réfléchir à tout ça, comme Sartre qui revient au spirituel à la fin de son existence. C'est pas pour rien qu'il pense qu'il vient là, c'est pas la peur qui le motive. C'est simplement que ces pulsions ne le dérangent plus. Ces pulsions de pouvoir, d'agir, d'être dans l'hyperactivité, dans la non-réflexion, en fait. Parce que c'est ça, l'hyperactivité. Et là, l'hyperactivité n'est pas une façon de contempler l'absurde. C'est une façon de fuir l'absurde, justement. Ce n'est pas une façon de le contempler. Je vais arrêter là pour cette vidéo-là. Pour cette, vidéo. Voilà. Bon, je suis désolé pour tous les amoureux d'Albert Camus, mais parce voilà, je veux pas... je suis en combat avec cette idée, hein, en somme, c'est tout. Mais l'œuvre, l'homme, le travail, les engagements, tout ça, c'est quelque chose que je vénère, que je vois avec... j'ai un amour considérable pour
pour son œuvre, pour son travail et sa pensée. Et même, elle est ultra utile, simplement aussi pour qu'on puisse lui apporter la contradiction. C'est ça qui est intéressant. Et lui-même, il conteste des choses qui ont été antérieures, ne serait-ce que le fait de croire, par exemple, la religion. Donc il appuie sa thèse sur une contestation antérieure. Et ben moi, je fais exactement la même chose. C'est tout. Voilà. Je vous remercie. Si vous pensez que c'est intéressant pour d'autres, n'hésitez pas à mettre des pouces, donc mettre des j'aime et à écrire un petit truc si vous voulez, ou à diffuser la chose. Voilà. Merci, à bientôt.